La lumière du crépuscule traversait les anciens vitraux du manoir Belmont dans le Yorkshire, projetant des ombres tachetées sur le bureau d'Édouard. Ce comte de 53 ans se tenait devant la fenêtre, effleurant doucement l'écran de son téléphone. Il lisait le message que sa femme, Sophie, venait de lui envoyer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. J'ai une réunion urgente ce soir, mon amour. J'ai bien peur de devoir travailler tard. Ne m'attends pas pour le dîner. À demain. Je t'aime. Un sourire amer, presque imperceptible, effleura les commissures des lèvres d'Édouard. Il répondit doucement. Ce n'est rien. Puis il posa le téléphone sur le bureau en chêne et se dirigea vers l'ancien meuble à liqueur dans le coin du cabinet. Il se servit un whisky Macallan de 25 ans et retourna s'asseoir devant son ordinateur. Sur l'écran, une photographie, une mise à jour en temps réel d'Instagram. Sophie. Cette mondaine de 47 ans, assise avec un jeune homme aux Maisons Laurent, le restaurant français le plus cher du Yorkshire. Les verres de champagne devant eux scintillaient à la lumière des bougies. La photo avait été publiée par le compte officiel du restaurant, saluant ses invités distingués de la soirée. Sur la photo, Sophie portait la robe vert olive de Valentino, celle qu'Édouard lui avait offerte 3 mois plus tôt, précisément pour aujourd'hui, leur 5e anniversaire de mariage. Et le jeune homme en face d'elle? Édouard le reconnut aussitôt. C'était Tristan. Le nouveau moniteur d'équitation du domaine familial. À peine 20 ans. Édouard ne jeta rien. Il ne maudit personne. Il n'appela même pas pour la confronter. Il but simplement son whisky en silence, les yeux non pas tristes, mais déterminés. Puis il ouvrit le coffre-fort et en sortit un document apparemment ancien. Le pacte familial d'Épine, un acte légal que sa lignée utilisait depuis des siècles pour protéger les intérêts familiaux. Ce soir-là, tandis que Sophie savourait encore son dîner avec Tristan, Édouard avait déjà transféré ses effets personnels vers un autre manoir familial, situé dans le district des Lacs, le château d'Épine-Noire. Cette bâtisse du XIIe siècle, bien qu'ayant besoin de sérieuses rénovations, dégageait un poids historique largement supérieur à celui du manoir modernisé où il vivait d'ordinaire. Au petit matin, Sophie rentra à la maison. Elle découvrit que la moitié de l'armoire d'Édouard était vide. Et sur le bureau de la chambre principale reposait un document légal et une note. Sophie. J'ai activé le pacte familial d'Épine. Ton avocat recevra une notification formelle. Elle saisit précipitamment le document. Son visage pâlit à mesure qu'elle lisait. Les clauses étaient claires. En cas d'infidélité du conjoint, la famille avait le droit de récupérer tous les bijoux offerts, les œuvres d'art, les titres nobiliaires ainsi que tous les droits d'usage des propriétés familiales. Le téléphone de Sophie sonna. C'était son conseiller bancaire personnel. Son compte venait d'être gelé. Puis ce fut au tour de ses réseaux sociaux de s'embraser. Quelqu'un avait pris une photo d'elle et Tristan au restaurant la veille, et l'absence d'Édouard avait suscité de vives spéculations. Mais le plus terrifiant pour elle, c'est que, en quelques heures à peine, son nom de famille sur les réseaux sociaux avait été modifié. Elle n'était plus la comtesse Sophie. Juste Sophie. Elle composa frénétiquement le numéro d'Édouard. Mais tout ce qu'elle entendit, fut la froideur de sa messagerie vocale. C'est alors qu'elle réalisa, vraiment, que son monde s'effondrait. 5 ans plus tôt, le mariage de Sophie et Édouard avait été l'événement social de l'année dans la haute société britannique. Sophie, consultante en relations publiques issue de la classe moyenne, avait su se faire une place dans les cercles de l'élite grâce à son instinct social aiguisé et ses talents d'organisation impressionnants. Elle avait rencontré Édouard tout juste après que celui-ci eût hérité du titre de comte. Mais Édouard n'était pas un aristocrate britannique typique. En tant que second fils de la famille, il avait travaillé plus de 20 ans dans la City de Londres, jusqu'à ce que son frère décède subitement. Il avait alors repris les rênes du domaine familial. Avec lui, il apporta l'esprit d'entreprise, des idées modernes de gestion. Et une volonté farouche de revitaliser les affaires de famille. Ils s'étaient rencontrés lors d'un dîner caritatif pour la préservation des bâtiments historiques. Sophie était responsable de l'organisation, et Édouard, le principal mécène.
l'alchimie fut immédiate. Édouard admirait son intelligence et sa vitalité. Sophie, elle, fut attirée par sa prestance et ses manières de gentleman. Bien sûr, le titre de comte et la lignée noble pesaient aussi lourd dans la balance. Les premières années de mariage furent idylliques. Sophie aida Édouard à réorganiser l'activité touristique du manoir, ouvrant certaines parties au public tout en préservant l'intimité familiale. Ses compétences sociales apportèrent des partenariats précieux à la famille. De son côté, Édouard s'efforçait de trouver un équilibre entre famille et affaires, en organisant régulièrement des voyages. Au début, tout semblait parfait. Eduardo passait encore des soirées romantiques avec son épouse. Pourtant, avec le temps, des fissures commencèrent à apparaître. Sofia découvrit que la vie rurale était bien plus monotone qu'elle ne l'avait imaginé. Même si elle voyageait fréquemment à Londres et dans d'autres grandes villes pour assister à des événements sociaux, elle devait malgré tout passer la majeure partie de son temps dans le manoir isolé du Yorkshire. Et Eduardo, même s'il n'était pas un bourreau de travail, était absorbé par la gestion des affaires familiales, ce qui occupait une grande partie de son emploi du temps. Pendant ce temps, Sofia commença à ressentir une sorte de vide. En tant que comtesse, elle avait gagné un statut social et des plaisirs matériels, mais elle découvrait aussi qu'elle était liée par les strictes traditions aristocratiques. À chaque apparition publique, elle devait faire attention à ses paroles, à ses gestes, car elle ne représentait pas seulement elle-même, mais toute la famille d'Eduardo. « Je me sens comme un joli vase », se plaignit-elle un jour après une dispute. « J'ai mes propres idées, mes propres aspirations, mais ici, je ne suis que la comtesse. Rien de plus. » Eduardo tenta de comprendre ses sentiments. « Je t'ai épousée justement parce que tu es différente de ces dames aristocratiques qui ne savent que sourire et paraître. Dis-moi ce que tu veux faire. On peut réfléchir ensemble. » Mais c'est là que résidait le problème. « C'est bien ça le souci, » répondit Sofia avec frustration. « Je ne sais même pas ce que je veux. Je sais juste que cette vie m'étouffe. » C'est durant cette période d'incertitude qu'apparut Tristan. Issu d'une famille locale connue pour l'élevage de chevaux, Tristan était jeune, séduisant, plein de vitalité et une étoile montante des compétitions équestres régionales. Eduardo l'engagea comme instructeur d'équitation pour le domaine, il devait gérer les écuries et donner des cours. Sofia n'avait jamais eu un grand intérêt pour l'équitation. Mais lorsqu'Eduardo lui proposa d'essayer ce loisir, elle accepta à contre-séure. Et dès la première leçon, quelque chose changea en elle. « Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda Eduardo au dîner. « Étonnamment bien » répondit Sofia avec un sourire, et une lueur dans les yeux qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Tristan est un excellent instructeur. Il a rendu tout le processus vraiment amusant. Au fil des mois, les leçons de Sofia devinrent de plus en plus fréquentes. Son humeur s'améliora considérablement, et Eduardo fut soulagé, pensant qu'elle avait enfin trouvé un moyen de s'adapter à la vie rurale. Ce qu'il ne remarqua pas, c'est que la relation entre Sofia et Tristan avait déjà franchi la ligne entre élève et maître. D'abord de simples discussions après les cours. Puis, des balades à cheval en tête-à-tête. Et enfin, des déjeuners occasionnels pour discuter des techniques d'équitation. L'attention que Tristan portait à Sofia la faisait se sentir jeune et valorisée. Des sensations de plus en plus absentes dans son mariage avec Eduardo. Et Tristan, ce jeune instructeur, voyait clair dans les désirs et les vulnérabilités de Sofia. Il avait déjà eu des liaisons similaires avec d'autres familles riches du Yorkshire, jamais aussi proches du cercle aristocratique, certes, mais il savait parfaitement ajuster ses mots et ses gestes. Savoir quand s'enthousiasmer, et quand rester mystérieux. « Tu sais, tu as plus de talent que la plupart des débutants, » dit-il à Sofia après une balade. « Tu as un sens naturel de l'équilibre, et une belle intuition. »« Tu dis ça à tous tes élèves ?» demanda-t-elle en riant. « Seulement au plus spécial. » Il s'approcha d'un pas, ralentissant délibérément sa voix. « Et toi, tu es définitivement la plus spéciale que j'ai rencontrée. Pas seulement pour ton statut, mais pour ton tempérament. J'ai toujours l'impression que tu es piégé dans un monde qui n'est pas le tien. » Ces mots résonnèrent au plus profond du vide que Sofia portait en elle. À cet instant précis, quelque chose s'alluma. 10 mois plus tard,
leur relation était passée du simple flirt à une véritable liaison. Tristan, jeune et charmant, offrait à Sophia cette aventure, cette passion qu'elle désirait tant. Et pour Tristan, la relation avec la comtesse ne flattait pas seulement son ego, elle lui offrait aussi une passerelle vers la haute société. Sophia commença à lui organiser des apparitions dans divers événements mondains. Elle le présentait à des personnes influentes. « Tu devrais ouvrir ta propre école d'équitation », lui dit-elle un jour, dans un hôtel où il se retrouvait en secret. « Avec ton talent, tu pourrais viser bien plus grand. »« Il faut beaucoup de capital pour ça, » répondit Tristan. « Mes parents ne sont que de simples gérants d'écurie. »« Le capital, ça se trouve, » répondit Sophia d'un ton pensif. « Je connais beaucoup d'investisseurs potentiels. » Leur liaison dura presque 4 mois. Et Sophia devint de plus en plus audacieuse. Elle inventait de fausses obligations professionnelles pour retrouver Tristan. Et même pour leur anniversaire de mariage, elle choisit de dîner avec son amant, plutôt qu'avec Eduardo. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait sous-estimé la perspicacité d'Eduardo et le pouvoir des réseaux sociaux modernes. Eduardo n'était pas complètement étranger à la situation. En tant qu'homme ayant travaillé dans le monde des affaires pendant de nombreuses années, il possédait une capacité d'observation aiguisée. Il remarqua les changements chez Sophia. L'augmentation soudaine de ses cours d'équitation. Les réunions inexplicables avec Abo. Et surtout, la manière dont ses yeux brillaient lorsqu'elle mentionnait Tristan. Au début, il attribua ces changements au fait que Sophia avait enfin trouvé un moyen de s'adapter à la vie rurale. Mais à mesure que son comportement devenait de plus en plus étrange, Eduardo commença à soupçonner quelque chose. La preuve décisive vint de l'iPad familial qu'il partageait. Sophia avait oublié de se déconnecter de son compte Instagram. Et Eduardo vit les messages privés échangés entre elle et Tristan. Eduardo n'était pas un homme impulsif. Il engagea un détective privé professionnel. Et une fois les preuves réunies, il commença à planifier soigneusement son prochain mouvement. Dans des siècles d'histoire aristocratique britannique, la trahison conjugale n'était pas rare. Et la famille d'Eduardo avait une stratégie bien rodée pour y faire face. Le pacte familial Espino. Ce document légal, établi au XVIIe siècle, avait été révisé à travers les générations, intégré au contrat de mariage moderne. Sophia l'avait signé avant leur union sans probablement en comprendre toute la portée. Le pacte stipulait qu'en cas de preuve irréfutable d'infidélité du conjoint, la famille avait le droit de récupérer tous les biens offerts, révoquer l'usage des titres de noblesse, interrompre tout soutien financier lié à la famille. Dans le cadre juridique moderne, ce pacte avait été méticuleusement adapté pour garantir sa légalité et son applicabilité. Le soir de leur anniversaire de mariage, lorsqu'Eduardo vit la photo postée par le restaurant, il sut que le moment était venu. Il ne choisit pas de la confronter sur le champ, ni de créer un scandale. Il agit silencieusement. Il contacta l'avocat de la famille, lança la procédure du pacte et déménagea toutes ses affaires vers l'ancien château familial dans le district des Lacs. Une propriété qu'il avait toujours rêvé de restaurer. Quand Sophia découvrit le lendemain qu'Eduardo était parti, sa première réaction ne fut pas le remords, mais la colère. Elle tenta de le joindre. Mais toutes ses communications furent redirigées vers l'avocat d'Eduardo. Ce même après-midi, elle reçut un document légal formel. Il détaillait l'exécution du pacte. Toutes les bijoux, les œuvres d'art, les objets de luxe qu'Eduardo lui avait offerts furent récupérés. Elle perdit le droit d'utiliser le titre de comtesse. Ses comptes personnels ne furent pas affectés. Mais tout soutien financier familial fut immédiatement coupé. Elle avait 30 jours pour quitter la demeure familiale. Sophia fut stupéfaite de découvrir qu'Eduardo se préparait à cela depuis des mois. Les preuves qu'il avait accumulées étaient exhaustives et irréfutables. Rapport du détective. Enregistrement des communications entre elle et Tristan. Facture d'hôtel. Mais ce qui la frappa le plus, c'était le calme et la détermination d'Eduardo. Pas de crise hystérique. Aucun chantage émotionnel. Juste une froide procédure juridique. Comment peut-il me faire ça, sanglota Sophia à sa meilleure amie Victoria.
5 ans de mariage, et tout se termine comme ça? Victoria répondit sérieusement. Ma chère, tu as trahi Eduardo. La devise de sa famille est la loyauté avant tout. Tu aurais dû mieux connaître ton mari. Alors que la nouvelle se propageait, Sofia découvrit rapidement que son cercle social rétrécissait. Ceux qui la flattaient autrefois pour son statut de comtesse la fuyaient désormais. Plus d'invitations. Les téléphones ne sonnaient plus. Dans la haute société britannique, surtout dans les cercles aristocratiques profondément ancrés dans la tradition, la fidélité conjugale reste une vertu fondamentale. Pendant ce temps, Tristan faisait face à sa propre crise. Les écuries que sa famille louait faisaient partie des propriétés d'Eduardo. Le contrat touchait à sa fin. Et selon des sources fiables, la possibilité de renouvellement était nulle. C'est tellement injuste, cria Lorenzo, le père de Tristan, furieux. Notre famille opère ici depuis 3 générations. Et nous allons tout perdre à cause de ta stupidité. Je vais arranger ça, se défendit Tristan. Sofia a des contacts. Elle nous aidera à trouver d'autres opportunités. Mais lorsqu'il contacta Sofia, la réponse le laissa sans voix. Je peux à peine m'occuper de moi-même en ce moment, Tristan. La voix de Sofia était fatiguée. J'ai tout perdu: statut, réputation, soutien financier. Je dois repenser toute ma vie. Mais tu avais promis de soutenir mon école d'équitation, insista-t-il. C'était quand j'étais encore comtesse, répondit Sofia avec un sourire amer. Aujourd'hui, je ne sais même pas où je vais vivre le mois prochain. Un silence lourd s'installa. Puis Tristan dit doucement. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de distance, le temps que la tempête passe. Sofia raccrocha. Et ce fut à ce moment précis qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu son mari. Ce n'était pas seulement une question de position sociale. Même l'amour qui avait tout déclenché s'était révélé tout aussi fragile. Un mois plus tard, Sofia s'installa dans un appartement au centre de Londres, comme convenu dans l'accord de divorce. Eduardo lui accorda une compensation financière raisonnable, mais très loin du niveau de vie qu'elle avait connu en tant que comtesse. Elle tenta de recontacter d'anciens clients, espérant relancer sa carrière dans les relations publiques, mais découvrit que sa réputation était entachée, et que bien des portes lui étaient désormais fermées. 3 fois, elle essaya de se réconcilier avec Eduardo. Et 3 fois, la réponse fut la même. L'avocat d'Eduardo refusa poliment, mais froidement. Aucun espace pour une discussion. Lors de la dernière tentative, l'avocat déclara même sans détour. Le comte estime que continuer ces démarches ne ferait qu'augmenter les désagréments pour les 2 parties. Il espère que vous pourrez accepter la réalité avec dignité, comme lui-même l'a fait. C'est à cet instant que Sofia comprit enfin, Eduardo ne répondait pas à la trahison par la fureur, ni par la vengeance. Il répondait par une rupture totale. Un exil définitif. Et cela était bien plus désespérant que n'importe quelle explosion de colère. Cela signifiait qu'à ses yeux, elle était morte. Pendant ce temps, Eduardo se plongeait dans les travaux de restauration du château. Cette forteresse médiévale, jadis demeure ancestrale de sa famille, avait été partiellement abandonnée à cause des coûts exorbitants d'entretien. Désormais, elle devenait pour lui un refuge. Une source de réconfort. Nous pourrions transformer l'aile en une zone d'exposition historique, dit-il à l'architecte. L'aile ouest restera une résidence privée. Les jardins du château pourraient accueillir des événements, des mariages. Il travaillait jour et nuit. Il transformait la douleur dans son cœur, en énergie créative. Peu à peu, les habitants du coin remarquèrent un changement. Le comte devenait plus accessible, participant activement à des événements communautaires, parlant avec les commerçants locaux. Le comte a l'air plus heureux qu'avant, confia Benito, le majordome du château, au chef de cuisine. Depuis que cette dame est partie, le château semble renaître. Et de fait, Eduardo ressentait une étrange sensation de libération. Ce qu'il avait perdu, ce n'était pas seulement un mariage. C'était aussi cette pression constante de répondre aux attentes de Sofia concernant la haute société, tout en maintenant les traditions familiales. À présent, il pouvait reconstruire l'avenir de la famille, à sa manière.
Quant à la famille de Tristan, après avoir perdu le bail des écuries, elle déménagea dans une région frontalière de l'Écosse. Lorenzo, grâce à sa réputation forgée au fil des années, trouva de nouvelles opportunités, mais elles n'étaient en rien comparables aux conditions d'avant. Tristan tenta de recontacter ses anciens réseaux dans le monde des courses hippiques, mais là encore, beaucoup de portes s'étaient refermées. L'influence de la famille d'Eduardo dans le milieu équestre britannique dépassait de loin ce qu'il avait imaginé. « Tu as détruit le travail de plusieurs générations de notre famille », dit Lorenzo à son fils le jour de leur départ. « J'espère que cette femme en valait le prix. » Tristan ne répondit pas. Il n'avait pas contacté Sofia depuis un mois. D'abord par colère et par déception, puis par honte. Par incapacité de lui faire face. Il croyait avoir conquis une aristocrate, apporté un peu d'émotion dans un mariage monotone, sans jamais imaginer que les conséquences seraient si graves. Sofia, elle, se tenait seule devant la fenêtre de son appartement londonien, observant le soleil se coucher sur la Tamise. À la télévision, une nouvelle captivait l'attention. La restauration du château d'Épines-Noires est terminée. Il ouvrira ses portes au public le mois prochain, en tant que monument historique et hôtel de luxe. À l'écran, Eduardo se tenait devant le château. Confiant. Posé. Présentant fièrement un projet qui mariait préservation historique et tourisme moderne. Eduardo a l'air plus jeune que pendant tout notre mariage. Murmura Sofia, un sourire amer aux lèvres. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connu. Elle éteignit la télévision, prit son téléphone, et fit défiler ses réseaux sociaux, désormais vides. Ce monde social qui autrefois vibrait autour d'elle, était devenu silencieux. Elle ouvrit une bouteille de vin, leva son verre à la pièce vide et déclara avec ironie. « À ma stupidité. À ce que m'a coûté la trahison. » Dehors, les lumières de Londres s'allumaient peu à peu. Une nouvelle nuit tombait sur la ville. Et au nord, dans le château d'Épines-Noires, à Yorkshire. Eduardo se tenait sur les remparts, observant les étoiles lointaines. La douleur dans son cœur commençait enfin à guérir. Et devant elle, un avenir renouvelé. Certaines trahisons ne sont pas faites pour être pardonnées. Certains prix doivent être payés personnellement. La pluie d'automne tombait doucement sur Londres, et Sofia se tenait devant la porte de la galerie qui lui avait autrefois été familière. Elle hésitait à entrer. Cette galerie d'art haut de gamme, située à Maffei, célébrait l'ouverture de son exposition trimestrielle. Autrefois, ce genre d'événement était le cœur même de la vie sociale de Sofia en tant que comtesse. Mais aujourd'hui, l'invitation qu'elle tenait en main avait été difficile à obtenir, arrachée après de longues semaines à supplier d'anciens amis. Elle inspira profondément, ajusta sa robe, l'une des rares tenues de gala qui lui restait, et poussa la porte. « Madame Sofia », annonça froidement le réceptionniste en consultant la liste des invités. Sans le titre de comtesse. Même la façon d'annoncer son arrivée était devenue banale. À l'intérieur de la galerie, une ambiance élégante régnait. Les verres tintaient, les éclats de voix étaient feutrés. Sofia reconnut de nombreux visages familiers, mais la plupart évitaient soigneusement son regard. « Sofia. Enfin, je te vois. » Victoria s'approcha et lui fit une étreinte légère. Victoria était l'une des rares amies à être restée en contact avec elle après le scandale. « Merci pour l'invitation, Victoria », sourit Sofia. « J'ai l'impression que cela fait un siècle que je n'ai pas assisté à un événement comme celui-ci. »« Ne pense pas à tout ça. Profite de la soirée, » répondit Victoria en lui prenant le bras et l'entraînant vers le bar. « Beaucoup de gens ont demandé de tes nouvelles. »« Vraiment ?» s'étonna Sofia. « J'étais persuadée que tout le monde me fuyait comme la peste. »« Le temps guérit tout, ma chère, » dit Victoria en lui tendant une coupe de champagne. « Et puis, il y a des potins bien plus frais désormais. On dit que le comte Carroll s'est enfui avec un mannequin de 30 ans. » Sofia força un sourire, puis prit une gorgée de champagne. Elle savait que Victoria avait de bonnes intentions, mais cela n'aidait en rien sa situation. Ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'être traitée comme une relique d'un scandale passé, mais de reconstruire son réseau social et ses relations professionnelles. Alors qu'elle cherchait un visage à qui s'adresser pour commencer à socialiser, une voix familière retentit derrière elle. «
On dirait que la sécurité a échoué ce soir, ils laissent entrer n'importe qui. Sofia se retourna, faisant face à Catalina, la cousine d'Eduardo et l'une des dames les plus influentes de l'aristocratie du Yorkshire. Catalina, dit Sofia en s'efforçant de rester calme. Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Pas assez, répondit Catalina avec un sourire glacial. Je pensais que tu aurais la décence de ne pas apparaître dans ce genre d'événement. Après tout, personne ne veut partager une table avec une traîtresse. Victoria tenta d'intervenir. Catalina, ce soir est consacré à l'art, peut-être que. L'art a besoin d'un environnement pur pour être apprécié, coupa Catalina en haussant légèrement le ton, attirant ainsi l'attention des personnes autour. Tout comme la société aristocratique a besoin de principes moraux fondamentaux, et de loyauté. Les conversations dans la galerie se tarirent peu à peu. Tous les regards se tournaient désormais vers elle. Sofia sentit ses joues brûler, mais elle se força à rester droite. Tu as raison, Catalina, dit-elle calmement. La loyauté est sans doute la vertu la plus fondamentale. Dommage que tu sembles avoir oublié la compassion. Tu n'as aucun droit de parler de vertu. Siffla Catalina entre ses dents. Eduardo t'a tout donné. Et comment l'as-tu remercié? En ayant une liaison avec un homme plus jeune que ton propre fils. Sofia sentit l'air se figer autour d'elle. Elle et Eduardo n'avaient jamais eu d'enfant, mais les mots de Catalina frappaient juste. La différence d'âge dans sa relation absurde avec Tristan, c'était son point faible. J'ai payé pour mes erreurs, répondit Sofia, la voix tremblante. Et je continuerai à payer. Mais je n'ai pas besoin de ton jugement. Ton prix payé? Ricana Catalina. Tu sais ce qu'Eduardo a traversé ces derniers mois. Il t'a fait confiance. Il t'a ouvert sa famille, et son cœur. Et toi? Ça suffit, Catalina. Une voix masculine, posée mais ferme, coupa net ses paroles. La foule s'écarta instinctivement. Eduardo s'approcha. Il portait un costume gris anthracite parfaitement ajusté. Son attitude était calme, mais son regard, dur comme l'acier. Après 5 mois sans se voir, il paraissait plus serein que Sofia ne s'en souvenait. Même, étrangement apaisé. Eduardo, balbutia Catalina, un peu décontenancée. Je ne faisais que. Je comprends tes bonnes intentions, dit Eduardo calmement. Mais ce n'est pas l'endroit pour régler des affaires privées. Il se tourna alors vers Sofia, sans chaleur dans les yeux. Madame Sofia. J'espère que vous passerez une agréable soirée. Puis, il inclina légèrement la tête, et s'éloigna vers l'autre extrémité de la galerie. Catalina lança un dernier regard glacé à Sofia. Et elle suivit les pas d'Eduardo. La foule environnante reprit lentement ses conversations, mais Sofia savait que, dans les jours à venir, la scène de ce soir deviendrait le sujet de conversation de toute la haute société londonienne. « Tu vas bien ?» demanda Victoria avec inquiétude. « Non » répondit Sofia en finissant sa coupe de champagne. « J'ai besoin de sortir d'ici. » En quittant la galerie, la pluie à Londres s'était intensifiée. Sofia s'arrêta sous le portique, attendant le taxi qu'elle venait d'appeler. Elle repensait au regard qu'Eduardo lui avait lancé quelques instants auparavant. Pas de colère, pas de rancune. Juste une distance totale. Comme si elle n'avait été qu'une simple connaissance, une passante sans importance. C'était plus déchirant que n'importe quelle accusation. À ce moment-là, son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha. Hésitante, elle répondit. « C'est moi, Tristan », dit une voix familière. La vie de Tristan avait été bouleversée ces derniers mois. Après avoir perdu les écuries, sa famille avait déménagé dans un petit village à la frontière écossaise, où son père, Lorenzo, avait trouvé un emploi dans des écuries modestes. Pour une famille autrefois prestigieuse du Yorkshire, c'était une véritable chute. Il cherche un instructeur d'équitation, avait dit Lorenzo à Tristan un soir. Le salaire n'est pas élevé, mais au moins c'est un travail. Je ne veux pas rester dans ce coin perdu, avait répliqué Tristan, agacé. Londres offre plus d'opportunités. Avec quel argent comptes-tu aller à Londres? Avait souri Lorenzo. Tes soi-disant amis de la haute société répondent-ils encore à tes appels?
Tristan ne répondit pas. En réalité, depuis ce scandale, son cercle social avait presque disparu. Plus d'invitations, plus de présentations. Le réseau de contacts dont il était si fier s'était évaporé comme une bulle de savon. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était de découvrir qu'il avait été discrètement banni du monde équestre britannique. Plusieurs clients potentiels qui lui avaient promis un parrainage avaient soudainement annulé leur rendez-vous. Les courriels restaient sans réponse. Les appels, sans retour. C'est la famille d'Eduardo, lui confia un vieil ami du monde équestre. Personne ne le dit clairement, mais tout le monde sait ce que cela signifie de les offenser. Le mieux serait que tu quittes l'Angleterre pour un moment, jusqu'à ce que la tempête passe. Ce fut seulement alors que Tristan comprit réellement les conséquences de ses actes. Non seulement il avait perdu une vie confortable, mais il avait aussi nui à toute sa famille et ruiné ses perspectives professionnelles. Un jour pluvieux, il se trouvait dans l'unique bar du village, fixant le numéro de Sofia sur l'écran de son téléphone. 5 mois s'étaient écoulés sans le moindre contact. D'abord à cause de la colère et du ressentiment. Puis par honte. Par impuissance. Mais à présent, c'était le désespoir qui le poussait à mettre son orgueil de côté. « J'ai besoin de ton aide », dit-il directement lorsque Sofia répondit enfin. « Je ne trouve pas de travail en Écosse. Il faut que j'aille à Londres pour recommencer à zéro. » Il y eut un silence au bout du fil, puis un léger rire. « Intéressant, Tristan. Où étais-tu quand moi j'avais besoin de toi? Où était ton inquiétude quand j'ai tout perdu? » On avait tous les deux des problèmes à ce moment-là, se défendit Tristan. Mon père a perdu les écuries, notre famille. Et qui a causé tout cela? L'interrompit Sofia d'une voix glaciale. Qui a séduit qui? Qui a promis de toujours soutenir l'autre? Sofia, je sais que j'ai fait une erreur, répondit Tristan, la voix pleine de supplication. Mais on peut s'aider mutuellement. J'ai entendu dire que tu as relancé ton travail dans les relations publiques. Peut-être que... Tristan, dit Sofia d'une voix lasse mais ferme, nous nous sommes déjà fait assez de mal. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Je reconstruis ma vie. Je te suggère d'en faire autant. Mais j'ai besoin d'aide, s'écria presque Tristan, attirant les regards dans le bar. Tu as des contacts, des ressources. Tu peux au moins me recommander pour quelques postes, comme tu l'as fait autrefois, quand tu m'as soutenu. Adieu, Tristan. Je te souhaite bonne chance. L'appel fut coupé. Tristan resta là, au milieu du bar, envahi par une solitude qu'il n'avait jamais connue. À 20 ans, il expérimentait pour la première fois ce lien inévitable entre les actions et leurs conséquences. Eduardo, quant à lui, se tenait devant la fenêtre de la plus haute tour du château d'Épines Noires, contemplant la magnifique vue sur le district des lacs. Les travaux de restauration du château touchaient presque à leur fin, et la zone du nouveau hôtel de luxe était sur le point d'ouvrir. Ce projet n'allait pas seulement générer des revenus considérables pour la famille d'Eduardo, mais aussi créer des dizaines d'emplois locaux. Les derniers meubles arriveront demain, informa sa chef de projet, Carlotta. Les réservations se passent très bien. Les 3 premiers mois sont déjà complets. Excellent, sourit Eduardo. N'oublie pas de donner la priorité aux fournisseurs locaux. Nous avons promis de soutenir l'économie de la communauté. C'est déjà fait, monsieur, acquiesça Carlotta. Puis elle hésita un instant. Des nouvelles sont arrivées de Londres aujourd'hui, au sujet de ce qui s'est passé hier soir à la galerie d'art. L'expression d'Eduardo devint grave. Ce n'est rien d'important. Le comportement de Madame Catalina a été quelque peu excessif, dit prudemment Carlotta. Les gens en parlent. Qu'ils parlent, répondit Eduardo en se tournant vers son bureau. Nous avons des choses bien plus importantes à faire. Mais en réalité, l'incident de la veille le préoccupait. Pendant 5 mois, il avait soigneusement évité toute occasion liée à Sofia. Hier, c'était sa dernière nuit à Londres pour affaires. Et Victoria l'avait expressément invité à l'inauguration de la galerie. Il ne pouvait pas refuser. Il ne s'attendait pas à croiser Sofia là-bas. Ni à ce que Catalina la confronte publiquement. En apparence, Eduardo avait géré la situation avec élégance.
empêchant une dispute publique et conservant sa dignité aristocratique. Mais quand il avait vu Sofia là, debout, vulnérable mais défiante, les émotions qu'il avait ressenties étaient bien plus complexes qu'il n'était prêt à l'admettre. La version finale de l'accord de divorce est arrivée, monsieur. Son assistant personnel, Olivero, entra dans le bureau et posa un dossier. Votre avocat suggère de le signer dès que possible. Eduardo ouvrit la chemise et relut les termes finaux. Malgré la douleur encore présente, il s'assura que les conditions étaient justes et raisonnables. Sofia recevrait une compensation unique, suffisante pour vivre confortablement. Mais cela ne toucherait pas les fonds familiaux. Elle perdrait le droit d'utiliser le nom de famille et le titre d'Eduardo, mais conserverait tous les biens personnels acquis pendant le mariage. Une fois signé, tout sera vraiment terminé, dit doucement Olivero. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer? Eduardo leva les yeux, regardant son fidèle assistant qui le suivait depuis tant d'années. Penses-tu que je devrais pardonner une trahison, Olivero? Ce n'est pas à moi d'en juger, monsieur, répondit prudemment Olivero. Mais personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Il y a une différence entre faire une erreur et trahir, répondit Eduardo en prenant son stylo. L'une est un accident. L'autre est un choix. Il signa le document avec détermination. Referma la chemise et la tendit à Olivero. Ce soir, je dînerai seul, dit-il. Donne-moi 1 heure avant d'envoyer ce document. Lorsque la porte du bureau se referma, Eduardo se dirigea vers le meuble à alcool et se servit un whisky. Il sortit son téléphone, faisant défiler l'écran jusqu'à trouver une photo. Lui et Sofia, en vacances dans les Highlands d'Écosse. Sur cette photo, ses yeux à elle étaient remplis d'amour. Et son bras à lui entourait tendrement ses épaules. Cet amour, cette confiance, avait-il été réel? Ou n'était-ce, depuis le début, qu'une transaction? Son titre, en échange de sa jeunesse et de sa beauté? Eduardo reposa le téléphone et vida son verre d'un trait. Quelle que soit la réponse, elle n'avait plus d'importance désormais. Il avait un château à restaurer. Un héritage à protéger. L'avenir d'une famille à sauvegarder. Ses blessures personnelles devaient céder la place à des responsabilités plus grandes. Pendant ce temps, Sofia refermait son ordinateur et se frottait les yeux douloureux. Reconstruire son agence de relations publiques s'avérait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. La majorité de ses anciens clients étaient liés à la haute société, et maintenant, ce cercle était presque complètement refermé pour elle. Elle avait dû recommencer par de petits projets, à des tarifs bien plus bas, s'efforçant de reconstruire sa réputation professionnelle. Au moins, j'ai encore des compétences, murmura-t-elle pour elle-même. Pas comme certains, qui ne savent que profiter des autres. L'appel de Tristan l'avait poussé à réévaluer ses choix. Qu'est-ce qui l'avait attiré vers un homme de 27 ans son cadet? La panique liée à l'âge? La passion qui manquait dans son mariage? Ou simplement la vanité? Ce plaisir amer d'être poursuivi par quelqu'un de plus jeune. Quelle qu'en ait été la raison, le prix payé fut bien trop élevé. Elle avait perdu son statut, sa richesse, son cercle social, même son estime personnelle. Le plus ironique? La relation pour laquelle elle avait tout risqué s'était révélée aussi fragile qu'une illusion, incapable de résister à la réalité. La sonnette retentit. C'était son avocat, Marco, avec l'accord final de divorce. Dans l'ensemble, les termes sont équitables, expliqua Marco. Compte tenu des circonstances, le comte Eduardo s'est montré plutôt généreux. Sofia parcourut le document du regard et hocha la tête. Alors, c'est la fin, n'est-ce pas? Légalement, oui, répondit Marco. Une fois que vous signez, tout sera terminé officiellement. Sofia prit le stylo, hésita un instant. Vous savez, il était à cette inauguration de galerie hier soir. On s'est croisés brièvement. J'ai entendu, oui, dit Marco. Si vous vous demandez s'il pourrait changer d'avis, je dois être honnête, non. L'attitude du comte est très ferme sur ce sujet. Je comprends, répondit Sofia avec un sourire amer. Je voulais seulement savoir s'il y aurait une chance de m'excuser en personne.
Pas pour récupérer quoi que ce soit. Juste, pour lui dire au revoir. J'en ai bien peur, c'est peu probable, dit Marco, avec douceur mais fermeté. Le comte a clairement exprimé qu'il souhaitait que toute communication passe par des canaux légaux. C'est mieux pour vous deux. Sofia acquiesça, et signa son nom. Lorsque Marco partit, elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie tomber sur Londres. Autrefois, elle avait une vie sociale éclatante dans cette ville, entrant et sortant de lieux exclusifs. Étant au centre de toutes les attentions. Aujourd'hui, elle était presque invisible. Elle luttait pour conserver ne serait-ce qu'un semblant de dignité. Son téléphone s'alluma. Un message de Victoria. J'ai entendu dire que Tristan est de retour à Londres. Il travaille dans une écurie à Chelsea. Il te cherche partout. Sofia sourit avec dédain, et ne répondit pas. Tristan avait enfin trouvé une échappatoire. Peut-être grâce aux connexions de son père, ou simplement à sa jeunesse et à son talent. Mais peu importait désormais. Elle ne voulait plus aucun lien avec ce passé absurde. À cet instant, la télévision diffusait une nouvelle. L'hôtel du château d'Épines Noires allait ouvrir ses portes. Les médias saluaient le projet comme un parfait exemple de l'alliance entre tradition et modernité. À l'écran, Eduardo se tenait fièrement devant le château restauré, confiant et serein. Pendant l'interview, il déclara : « Ma famille a toujours été dédiée à la préservation de notre patrimoine historique, tout en construisant un avenir durable. Ce projet créera des emplois locaux, favorisera le tourisme et garantira que ce château se tienne debout pour les siècles à venir. » Lorsqu'un journaliste osa lui poser une question sur sa vie personnelle, Eduardo se contenta de sourire poliment. « Je me concentre sur la famille et les affaires. Tout le reste est secondaire. » Sofia éteignit la télévision, envahie par des sentiments contradictoires. L'Eduardo qu'elle avait connu plaçait toujours les responsabilités familiales en priorité. Mais il était aussi un homme riche en émotions. Aujourd'hui, il semblait revenu à ce rôle froid, distant. Celui de l'aristocrate calme et inébranlable. Comme si leur mariage n'avait jamais existé. Et c'était ça, le véritable châtiment. Pas la perte de richesse. Ni le statut. Mais être complètement effacé. Devenir un souvenir insignifiant dans la vie de l'autre. L'automne passa. Puis l'hiver arriva. L'ouverture de l'hôtel du château d'Épines Noires devint un événement social sensationnel. Les célébrités du Yorkshire et de toute l'Angleterre se disputaient une invitation. La couverture médiatique fut si intense que le château devint un nouveau haut lieu touristique international. Au centre du grand salon du château, Eduardo recevait les félicitations des invités. Les efforts des derniers mois portaient enfin leurs fruits. Le château rayonnait d'une vitalité nouvelle. Et la situation financière de sa famille s'était nettement améliorée. « Mon cher comte, c'est un accomplissement extraordinaire !» s'exclama le maire de Yorkshire avec enthousiasme. Non seulement vous avez préservé un patrimoine historique inestimable, mais vous avez aussi créé des opportunités d'emploi pour la région. Eduardo sourit. C'est l'engagement de ma famille envers cette communauté. Nos racines sont ici, et notre avenir y est profondément lié. Son regard balaya la foule. Et il vit Catalina converser avec plusieurs dames aristocratiques. Depuis l'incident à la Galerie de Londres, sa relation avec sa cousine était devenue quelque peu distante. Édouard n'approuvait pas ce genre d'humiliation publique, même si elle visait son ex-femme, celle qu'il avait trahie. Après la cérémonie d'ouverture, Édouard monta seul en haut de la tour du château. Il contemplait le paysage du district des lacs recouverts de neige. Les lumières du petit village, niché au pied de la colline, brillaient d'une chaleur sereine. Il inspira profondément l'air glacé, ressentant une paix qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. « Monseigneur !» La voix d'Olivreau retentit derrière lui. « Une situation urgente requiert votre attention. » Édouard se retourna. « Que se passe-t-il » ? « C'est à propos de la famille de Tristan, » dit Olivreau en lui tendant un rapport. Le jeune Tristan avait eu des ennuis à Londres. Édouard fronça les sourcils en parcourant le document. Selon le rapport, Tristan avait trouvé un emploi dans des écuries de luxe à Chelsea. Mais récemment,
il avait été accusé d'avoir volé des objets précieux appartenant au client. La police menait l'enquête, mais les preuves semblaient accablantes. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous ?» demanda Édouard d'un ton glacial. « L'une des principales clientes de ces écuries est la duchesse de Pierreclair, expliqua Olivreau. Une vieille amie de votre père. Elle connaît les tensions entre votre famille et celle de Tristan. Elle craint que cela n'entache votre réputation. Elle souhaite connaître votre position. » Édouard réfléchit un instant. « Dites à la duchesse que je ne ferai aucun commentaire sur les actes de monsieur Tristan. La loi rendra un jugement juste. » Il y a autre chose, ajouta Olivreau avec hésitation. Madame Sophia, votre ex-épouse, a récemment lancé un nouveau projet de relations publiques à Londres. Elle aide les femmes aristocratiques à s'adapter à l'ère des réseaux sociaux. Plusieurs familles y portent de l'intérêt, y compris celle de la duchesse de Pierreclair. L'expression d'Édouard devint indéchiffrable. C'est son domaine professionnel. Je lui fais confiance pour bien faire son travail. Vous ne craignez pas qu'elle se serve de votre ancienne relation à son avantage? Sophia a beaucoup de défauts, mais c'est une professionnelle, répondit Édouard calmement. Et notre accord de divorce inclut des clauses de confidentialité. Il n'y a rien à craindre. Olivreau acquiesça et quitta la pièce, laissant Édouard seul face au paysage. Il se remémora sa dernière conversation réelle avec Sophia. Le jour où il avait découvert sa trahison. « J'ai une réunion ce soir, ne m'attends pas », avait-elle dit au téléphone. Sa voix douce et naturelle, comme s'il s'agissait d'un simple jour de travail ordinaire. Il avait juste répondu. « Ce n'est rien. » Et ensuite, il avait mis son plan à exécution. Sans accusation hystérique. Sans supplication douloureuse. Juste une exécution calme. C'était ainsi que la famille d'Édouard agissait face à la trahison. Non pas avec violence ou humiliation, mais avec loi et principe. Peut-être était-ce ce que Sophia n'avait jamais pu comprendre. Elle avait été attirée par le monde aristocratique pour son glamour et ses privilèges. Mais elle n'avait jamais vraiment su s'y intégrer. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui le soutenait. Ce n'était ni la richesse, ni les titres. Mais la responsabilité. Et l'honneur. Édouard quitta la tour et retourna au salon chaleureux du château. La vie continuait. Les responsabilités familiales ne s'arrêtaient jamais. La douleur de la trahison s'effacerait avec le temps. Mais la valeur de la loyauté et de l'honneur, elle, resterait à jamais. Dans un appartement de luxe à Londres. Sophia venait de terminer une réunion avec des représentantes de plusieurs familles aristocratiques. Son nouveau projet, aider les familles nobles traditionnelles à maintenir leur image de marque à l'ère numérique, commençait à gagner en reconnaissance. C'était une niche de marché parfaitement adaptée à ses compétences professionnelles. Sans entrer en conflit direct avec son passé. « Votre proposition est excellente, Madame Sophia », déclara la duchesse de Pierreclair. Surtout la partie sur la manière de préserver les traditions familiales tout en adoptant des méthodes modernes de communication. Merci de votre approbation, répondit Sophia avec un sourire. Je pense que les valeurs des familles aristocratiques restent importantes dans la société moderne. La clé est de savoir comment communiquer efficacement ces valeurs. Après avoir accompagné ses clientes, Sophia s'affala, épuisée, sur le canapé. Cela faisait 8 mois depuis le divorce, et sa vie commençait enfin à retrouver un équilibre. Se concentrer sur le travail l'avait aidé à surmonter les moments les plus sombres. Et lui avait aussi permis de retrouver sa propre valeur. Son téléphone sonna. C'était Victoria. « Tu as vu les infos ?» La voix de Victoria semblait agitée. « Non, que se passe-t-il » demanda Sophia. Tristan a été arrêté dans ses écuries de Chelsea. Il est suspecté d'avoir volé des bijoux et de l'argent aux clients. Le plus ironique ? Parmi les victimes. Catalina. Sophia resta figée. La cousine d'Édouard ? Exactement, confirma Victoria. Évidemment, elle n'a pas reconnu Tristan. Tu sais. Et la police a perquisitionné son appartement. Et elle découvrit une grande quantité d'objets volés. Il semble que ton petit ami ait toujours eu cette passion. Point. Sophia sentit une nausée monter.
Ce n'est pas mon petit ami, Victoria. C'était une erreur. Une erreur pour laquelle j'ai payé un prix très élevé. Bien sûr. Je suis désolé, s'empressa de dire Victoria. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Après tout, cela pourrait aider ta réputation. Les gens verront que tu as aussi été dupé. Après avoir raccroché, Sophia s'assit près de la fenêtre, assaillie par mille pensées. Le vrai visage de Tristan avait enfin été révélé. Mais cela n'avait plus vraiment de sens. Le mal était fait. Le prix avait été payé. Rien ne pouvait lui rendre son Eduardo. Rien ne pouvait effacer ses choix, ni ses responsabilités. Le lendemain, elle reçut un email inattendu. L'expéditeur, Olivero, l'assistant personnel d'Eduardo. Chère Madame Sophia. Le comte a pris note de votre récent travail dans le domaine des relations publiques auprès de familles aristocratiques. Il considère cela comme un usage judicieux de vos compétences professionnelles et ne formule aucune objection quant à la situation de Monsieur Tristan. Le comte souhaite préciser que la famille d'Eduardo n'a aucun lien avec cette affaire et n'interviendra pas dans le processus judiciaire. Le comte estime que les choses du passé doivent rester dans le passé. Il vous souhaite plein succès dans votre carrière. Cordialement. Bureau personnel du comte Eduardo. Sophia termina de lire le message, sans savoir si elle devait rire ou pleurer. C'était bien la manière d'Eduardo, poli, contenu, rationnel. Aucun pardon. Aucune réconciliation. Juste un respect froid, presque officiel. Elle se souvint des premiers jours de leur mariage. Quand Eduardo lui avait parlé de la devise familiale. La loyauté avant tout. La trahison se paie toujours. À l'époque, elle pensait que ce n'était qu'une phrase de plus dans le décor aristocratique. Aujourd'hui, elle en comprenait toute la profondeur. Eduardo n'avait jamais été un homme démonstratif. Mais son amour, une fois donné, était profond et stable. De la même manière, son jugement, une fois rendu, était irrévocable. Il pouvait pardonner une erreur. Mais jamais une trahison. Sophia referma le mail et se dirigea vers l'armoire. Dans le tiroir du bas, elle sortit une petite boîte contenant leurs photos de mariage. Cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas regardée. Par peur d'affronter ses souvenirs heureux. Maintenant, elle la prit. Et la contempla longuement. Ce jour-là, elle portait une robe sur mesure. Eduardo, un costume d'une élégance parfaite. Ils se tenaient tous les deux sur les marches de l'ancienne église du Yorkshire, sous un soleil éclatant. C'était le moment le plus glorieux de sa vie. Et le début de toute la tragédie. On aurait pu avoir une toute autre vie, murmura-t-elle à la photo. Si seulement j'avais su apprécier tout ce que tu m'as donné. Elle referma la boîte. La rangea au fond du tiroir. Le passé ne pouvait être changé. Mais l'avenir était encore entre ses mains. Autrefois, elle avait tout perdu par vanité et impulsivité. Désormais, elle devait reconstruire sa vie avec honnêteté et persévérance. 1 an plus tard. Au printemps. Le château Épine Noire célébrait son anniversaire d'ouverture. Durant cette année, l'hôtel du château avait rencontré un immense succès. Devenant non seulement l'une des destinations de luxe les plus prisées du nord de l'Angleterre, mais remportant aussi de nombreux prix pour la préservation de bâtiments historiques. Eduardo se tenait sur la grande pelouse du château, recevant les félicitations des invités. Comparé à l'année précédente, il semblait plus serein, plus détendu. Comme s'il avait enfin trouvé un équilibre. Mon cher comte, vous avez créé un véritable miracle. Lui lança le président de l'association pour la préservation historique du Yorkshire. Ce château ne conserve pas seulement son apparence historique, il rayonne aussi d'une nouvelle vitalité. C'est le mérite de toute une équipe, répondit Eduardo humblement. Chaque personne impliquée a contribué avec intelligence et passion. Pendant le dîner, Eduardo remarqua une invitée particulière. La duchesse de Piedra Clara. Amie de son père, sa présence était légitime. Mais Eduardo savait qu'elle avait récemment eu des affaires avec Sophia. Ce qui éveilla en lui une certaine curiosité. Après le dîner, la duchesse vint à sa rencontre.
Je dois avouer que votre travail de restauration m'a bien plus impressionné que ce que j'imaginais. Merci pour vos paroles, Duchesse, sourit Eduardo. J'ai entendu dire que vous faisiez récemment de nouvelles tentatives sur les réseaux sociaux. Oui, grâce au conseil de Madame Sofia, répondit-il franchement. Elle a un véritable talent dans ce domaine. Eduardo acquiesça. Elle a toujours été une experte en la matière. La duchesse baissa légèrement la voix. Je sais que ce n'est peut-être pas approprié à évoquer, mais je pense que vous devriez savoir que dans son travail, jamais elle n'a profité de votre relation. Bien au contraire, elle évite toujours ce sujet de manière très professionnelle. L'expression d'Eduardo ne changea pas. Ça ne me surprend pas. Peu importe ce qu'il y a eu entre nous, elle a toujours été une professionnelle. Personne n'est parfait, Eduardo, dit doucement la duchesse. Parfois, pardonner révèle plus le caractère d'une personne que punir. Le pardon est un luxe, duchesse. Pas une vertu, répondit Eduardo, calme mais ferme. Dans sa famille, la loyauté n'était pas négociable. Une fois la trahison commise, il n'y avait pas de retour en arrière. Ce n'était pas une punition. C'était une loi naturelle. Et si elle est vraiment repentante, demanda la duchesse. Le repentir ne change pas les faits, dit Eduardo, aussi posé que s'il commentait la météo. C'est comme un verre en cristal brisé. Même recollé, il ne sera jamais le même. Je choisis de ne pas perdre de temps avec des verres cassés. La duchesse observa son profil, ferme. Elle comprit que toute tentative de persuasion serait vaine. Elle hocha simplement la tête, avec respect. Votre position est admirable. Même si certains la jugeraient trop sévère. La sévérité ou l'indulgence sont des questions d'opinion, duchesse, répondit-il sans détour. Pour moi, ce n'est rien de plus qu'un choix nécessaire fondé sur des principes. La duchesse ne dit plus rien. Elle se contenta d'un sourire, aussi poli que discret. Il s'en alla. Eduardo ne montra aucune perturbation face à cette conversation, il avait totalement clos ce sujet cette nuit-là. Eduardo se trouvait seul sur les créneaux du château, contemplant le district des lacs illuminés par la lune. Depuis 1 an et demi, il avait consacré toute son énergie à la restauration et à la gestion du château, ne laissant presque aucun temps pour lui-même. Olivero monta sur les créneaux et lui remit un whisky. L'événement de ce soir a été très réussi, monseigneur, dit-il. Oui, répondit Eduardo. Mieux que je ne l'espérais. La duchesse de Pierre-Clair semblait vouloir me dire quelque chose. Olivero observa attentivement l'expression d'Eduardo. J'espère que ce n'était pas quelque chose de désagréable, mentionna-t-il, en pensant à Sofia. Eduardo regarda le lointain lac. Apparemment, elle croyait qu'il avait passé suffisamment de temps pour envisager une réconciliation. Qu'en pensez-vous? Eduardo resta silencieux un instant. Je ne déteste pas Sofia, répondit-il finalement. En fait, cela fait longtemps que je n'éprouve plus de colère ni de douleur à ce sujet. Mais il y a des choses qui, une fois arrivées, n'ont pas de retour en arrière. Non pas parce qu'elles ne peuvent pas être pardonnées, mais parce que la base de la confiance n'existe plus. Je comprends, monseigneur, acquiesça Olivero. Mais la vie est longue, et parfois la solitude est le prix le plus difficile à supporter. Eduardo sourit légèrement. J'ai ce château, les responsabilités familiales, une cause pour laquelle il vaut la peine de lutter. Je ne me sens pas seul. Il leva son verre, portant un toast vers le lac sous la lumière de la lune. Aux choix et aux conséquences, aux responsabilités que nous devons tous assumer. Dans un restaurant de milieu de gamme à Londres, Sofia déjeunait avec plusieurs clients potentiels. Depuis 1 an et demi, elle avait travaillé dur pour reconstruire son entreprise. Mais les progrès étaient bien plus lents que prévu. Les premiers mois, elle avait à peine eu des opportunités de travail. Elle avait découvert qu'elle avait été silencieusement marginalisée par la haute société. Ce n'était pas un rejet ouvert, mais quelque chose de plus subtil, des appels non retournés, des invitations qui n'arrivaient plus, d'anciens bons amis toujours avec leur emploi du temps complet. Il y a 6 mois, grâce à la présentation de Victoria, elle obtint son premier petit projet, conseiller en réseaux sociaux une famille aristocratique marginale.
Elle accepta ce travail pour un tarif bien inférieur à ce qu'elle demandait auparavant, juste pour avoir un point d'ancrage. Lentement, grâce au bouche à oreille, elle commença à obtenir plus de clients, principalement des nobles nouveaux ou des familles anciennes de statut modeste. Ses conseils apportaient certes quelques changements. Elle évalua prudemment. Le nombre de visiteurs à notre exposition a augmenté, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif prévu. Les réseaux sociaux sont un processus graduel, expliqua patiemment Sophia, avalant sa déception. Nous devons continuellement optimiser la stratégie. Peut-être que le trimestre prochain, nous pourrons essayer plus d'éléments interactifs. Elle remarqua qu'à l'autre bout du restaurant, plusieurs dames aristocratiques connues la regardaient et chuchotaient. Ces situations ne la gênaient plus, c'était devenu une partie de sa nouvelle vie. Après le déjeuner, Sophia marchait seule dans les rues de Londres. Le soleil printanier était chaud et brillant, la ville pleine de vitalité. Elle passa devant un kiosque et vit sur la couverture d'un magazine le château d'Espino Negro avec le titre « Renaissance du château, la fusion parfaite de la tradition et de la modernité ». Elle ne s'arrêta pas pour acheter le magazine. Depuis 1 an et demi, elle évitait délibérément les nouvelles liées à Eduardo, comme une forme d'autoprotection. Mais parfois, comme aujourd'hui, cela lui rappelait le monde dont elle faisait autrefois partie. En tournant au coin de la rue, elle aperçut une silhouette familière. Tristan sortait d'un café. Il avait l'air beaucoup plus émacié qu'il y a 1 an, avec un regard fuyant, sans cette confiance caractéristique de la jeunesse. Après l'affaire du vol, il avait reçu une condamnation avec sursis, mais sa carrière était complètement ruinée. On disait qu'il travaillait maintenant comme manœuvre dans des écuries ordinaires, loin du cercle exclusif de l'équitation. Sophia voulut instinctivement l'éviter, mais il était déjà trop tard. Tristan l'avait vu. « Sophia » cria-t-il, avec un soupçon de désespoir dans la voix. Elle s'arrêta, maintenant une certaine distance de précaution. « Tu as l'air bien » dit-il maladroitement. « J'ai entendu dire que ton affaire allait bien. »« Oui » répondit-elle brièvement. « Et toi ?»« Je survis » sourit-il amèrement. « J'ai à peine trouvé du travail, mais ça ne se compare pas à avant. »« Au moins, tu es jeune, tu as une chance de repartir de zéro, » dit Sophia calmement. « Je dois y aller. »« Attends, » dit Tristan, avec insistance. « Je veux te dire que je suis désolé pour tout. J'ai été trop égoïste, trop aveugle. Ce n'est que quand j'ai tout perdu que j'ai réalisé à quel point j'avais fait une grande erreur. » Sophia regarda ce jeune homme qui l'avait poussé à tout risquer. Il semblait maintenant si ordinaire, si vulnérable. Elle ne ressentait plus de colère ni de rancune, seulement une étrange tranquillité. « Nous avons tous les deux payé pour nos choix, » dit Sophia, d'une voix froide et distante. « Je n'ai pas besoin de tes excuses. Pas pour moi. Mais je suis vraiment désolé, » insista Tristan, faisant un pas en avant, sa voix pleine de sincérité. « Tu sais, on pourrait repartir à zéro. Maintenant je comprends mes erreurs. On pourrait reconstruire ensemble. J'ai entendu dire que ton business de relations publiques fonctionne bien. Peut-être pourrions-nous collaborer. » Sophia comprit immédiatement ses intentions. Après plus d'1 an, Tristan était toujours le même opportuniste égoïste, mais maintenant plus rusé. Elle sourit avec dédain. « Alors, c'est ça ton vrai but ? Chercher un nouveau mécène ?» L'expression de Tristan se refroidit instantanément. « Tu ne peux pas parler ainsi, Sophia. Nous avons tous les deux commis des erreurs, mais au moins, moi, je suis prêt à reconnaître les miennes. Et tu joues très bien le rôle de la victime, mais n'oublie pas que c'est toi qui as trahi ton mari. Éloigne-toi, Tristan. » La voix de Sophia était glacée. « Si tu oses t'approcher de moi à nouveau, j'appellerai immédiatement la police. Je pense que ton agent de libération conditionnelle serait très intéressé par cela. » Elle s'éloigna à grands pas sans se retourner. Derrière elle, les malédictions furieuses de Tristan se faisaient entendre, mais elle n'y prêta aucune attention. Une fois de plus, elle fut surprise de sa propre stupidité passée. C'était cet homme pour qui elle avait été prête à détruire son mariage. En marchant de retour chez elle, Sophia ressentit une étrange libération. Cette rencontre fortuite avec Tristan semblait mettre un point final à ce passé absurde.
Elle ne ressentait plus de honte ni de regret pour cette relation, mais l'acceptait comme une leçon dans son parcours de vie. De retour dans son appartement, elle reçut un email de la duchesse de Pierre Clara, un résumé bref de la célébration de l'anniversaire. Le mail mentionnait qu'Édouard avait l'air plus vigoureux qu'auparavant, se déplaçant avec aisance lors des événements sociaux, et suggérait que si Sophia était intéressée par une réconciliation, la duchesse serait prête à servir d'intermédiaire. Sophia sourit amèrement et ferma le mail. C'était ainsi la société aristocratique. Peu importe ce qui se passait, il y avait toujours quelqu'un pour essayer d'harmoniser les relations, de maintenir la paix superficielle. Mais elle connaissait déjà suffisamment Édouard pour savoir à quel point ses efforts étaient inutiles. Elle avait tenté 3 fois d'exprimer ses excuses par divers canaux, toujours avec le même résultat. L'avocat d'Édouard avait rejeté poliment mais froidement, sans aucune marge de négociation. La dernière fois, l'avocat avait même déclaré « Le comte considère que continuer ces tentatives ne fera qu'augmenter les désagréments pour les 2 parties. Il espère que vous accepterez la réalité avec dignité, comme il l'a fait. » À ce moment-là, elle comprit enfin que la façon dont Édouard traitait la trahison n'était pas avec de la fureur, pas avec de la vengeance, mais par une coupure totale et un exil permanent. Cela était plus désespérant que n'importe quelle explosion de colère, car cela signifiait qu'en son cœur, elle était complètement morte pour lui. Sophia ne répondit pas à l'email de la duchesse. Il n'y avait pas besoin. Édouard avait déjà prouvé par ses actions son attitude, et elle avait perdu toute illusion depuis longtemps. Elle sortit sur le balcon, observant le coucher du soleil à Londres. Le ciel était teinté d'or et de rouge par le soleil couchant, les contours de la ville se fondant progressivement dans le crépuscule. Ses souvenirs partagés avec Édouard étaient devenus flous et distants, comme des paysages vus à travers la brume. Elle avait payé le prix de ses choix, perdant les privilèges et l'aura de comtesse, et aussi l'homme qu'il avait autrefois véritablement aimé. Pas de rédemption. Pas de pardon. Seulement le courage de continuer et un éternel repentir. 1 an plus tard, à la fin du printemps, Édouard se tenait sur la nouvelle terrasse panoramique du château Espino Negro, contemplant le paysage du lac au loin. Les jardins autour du château avaient été complètement remodelés selon son propre design, et des visiteurs du monde entier arrivaient sans cesse. Monseigneur, voici le rapport financier du trimestre. Olivreau remit un document à Édouard. Les revenus de l'hôtel du château ont dépassé les attentes de 20%. Les réservations sont déjà complètes jusqu'au printemps de l'année prochaine. Édouard acquiesça, satisfait. Le plan d'expansion peut commencer. Informe les architectes, nous procéderons comme prévu. Oui, monseigneur. Par ailleurs, concernant vos engagements sociaux à Londres le mois prochain, il y a le dîner de Madame Catalina, demanda Édouard, sa voix calme. Oui, elle a spécifiquement mentionné qu'elle espérait que vous puissiez y assister. Selon mes informations, Olivreau hésita un instant. Madame Sophia a également été invitée. Faut-il lui demander de décliner poliment? Édouard réfléchit un moment. Dites à Madame Catalina que j'assisterai. En voyant l'expression légèrement surprise d'Olivreau, Édouard ajouta, penses-tu que j'évite quelque chose, Olivreau? Non, monseigneur, certainement pas. Je considère simplement le passé. Les affaires du passé sont terminées, dit calmement Édouard. Il n'y a plus de personne nommée Sophia dans mon monde, qu'elle soit dans la même pièce ou non, cela ne fait aucune différence pour moi. C'était ainsi qu'Édouard gérait la trahison, non pas en évitant, mais en effaçant complètement. Olivreau acquiesça respectueusement et sortit de la pièce. Édouard se dirigea vers son bureau et ouvrit un album relié en cuir. C'était son nouvel album familial, qui documentait tout le processus de reconstruction du château, ainsi que diverses activités communautaires et projets caritatifs de l'année dernière. Il n'y avait pas une seule photo où Sophia apparaissait, comme si ces 5 années de mariage n'avaient jamais existé. Ce n'était pas un oubli délibéré, mais une coupure totale. Édouard ne ressentait plus de colère ni de douleur pour la trahison de Sophia. Ce mariage était comme un projet commercial terminé, il a échoué, des leçons ont été tirées, et ensuite le dossier a été fermé définitivement, sans remords, sans doute, et certainement sans possibilité de pardon. Sous la surface tranquille de la société aristocratique, les gens avaient commencé à remarquer la manière dont Édouard gérait les crises, calme, décisif, sans traîner les choses.
Cela, au contraire, avait augmenté son prestige dans la haute société. Le comte Édouard n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère, commentait-il en privé. Sa façon de traiter la trahison nous dit ce qu'il valorise. Le même jour, dans le quartier de Maffei à Londres, Sophia organisait son appartement. Ce n'était pas le moment qu'elle aurait choisi pour déménager, mais le propriétaire avait décidé de vendre l'appartement et elle devait chercher un nouveau foyer. Au cours de l'année dernière, sa situation financière était devenue de plus en plus tendue. La compensation initiale du divorce était presque épuisée et sa carrière se remettait beaucoup plus lentement que prévu. Peut-être devrais-tu envisager de quitter Londres, suggéra Victoria au téléphone. Le coût de la vie dans les petites villes est bien plus bas, et être complètement oublié par le cercle social. Sophia sourit amèrement. Non, je ne suis pas encore prête à abandonner. Elle regarda le paysage de Londres par la fenêtre, se rappelant sa gloire d'il y a 5 ans, lorsqu'elle était devenue comtesse. À ce moment-là, elle pensait avoir atteint le sommet de sa vie, sans savoir que ce serait le début de sa chute. Pas de rédemption. Pas de pardon. Seulement un éternel repentir et une punition continue. C'était le prix de la trahison, non pas une douleur momentanée, mais une perte éternelle. Merci d'avoir écouté cette histoire pleine d'émotions. Nous aimerions savoir d'où vous regardez cette vidéo, quelle heure est-il chez vous? Dites-le nous dans les commentaires. Que ce soit bonjour, bon après-midi ou bonne nuit, nous vous souhaitons une merveilleuse journée. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant. Nous espérons vous retrouver bientôt dans une autre histoire. Hello, Myra, if you're watching. Your husband killed me. I'm a little peeved about it. I cannot cap. Hello. I am back from unpacking my car and outside chores. Ladies and gentlemen, we've done it. The indoor cat has braved the outdoors and is now ready to crochet under her blanket. Mission accomplished. Sorry, I'm just kind of waiting for this shit to cook. And then we're gonna be ready to go underground and probably die to a skeleton again. You know what? I could speed this up. We have the technology. You had a very productive day. Excellent. What did you get done, Mina? Roulette 15. Oh,